Voici votre tour d'horizon rapide sur le fameux chapitre 17 du manuel de la CNSST, dédié à l'état de choc et à son protocole traumatique. Concrètement, on parle ici d'une urgence vitale absolue, ce moment critique où vos cellules manquent soudainement d'oxygène après un grave traumatisme, et ce guide nous donne les vraies clés pour intervenir sans empirer les choses. Alors premièrement, il faut absolument savoir reconnaître l'ennemi en repérant des signaux d'alarme typiques comme une peau pâle et moite, un pouls super faible ou une soif intense. Et attention, c'est hyper sournois parce que ces symptômes apparaissent parfois à retardement. Deuxièmement, appliquez le protocole traumatique 17 à la lettre. Une fois les secours appelés, vérifiez la conscience de la victime tout en maintenant fermement sa tête et son cou, puis rassurez-la, desserrez ses vêtements et couvrez-la impérativement pour bloquer l'hypothermie. Troisièmement, parlons des erreurs littéralement fatales à éviter. Même si la personne vous supplie, ne lui donnez jamais, au grand jamais, à boire ou à manger. Et surtout, laissez-la exactement là où vous l'avez trouvée, sans la tourner sur le côté, histoire de vraiment protéger sa colonne vertébrale. Bref, face à un état de choc, immobilisez la victime et gardez-la au chaud sans jamais la faire boire. Mais pour vraiment maîtriser chaque étape de cette intervention critique, je vous invite à écouter la suite avec notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. Il y a une expression qu'on entend presque tous les jours. Ouais, tout le temps. Quelqu'un se fait surprendre par une fête d'anniversaire ou lit un texto inattendu, et soudainement la personne s'exclame « Je suis en état de choc ». C'est devenu tellement banal. Exactement. C'est devenu l'expression par défaut pour décrire une simple surprise ou un frisson. Mais sur le plan strictement médical, la réalité de l'état de choc est infiniment plus complexe. Et dangereuse. Ah ça oui, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, on s'attaque à ce terme médical. L'idée de cette discussion, c'est vraiment de faire la distinction nette entre le choc émotionnel de tous les jours et le véritable état de choc clinique. Et surtout de maîtriser la séquence d'action pour y faire face sans céder à la panique. Voilà. Et pour asseoir cette analyse, on s'appuie sur une référence extrêmement rigoureuse. On plonge dans la 9e édition du Manuel de secourisme en milieu de travail de la CNSST. Un incontournable. Plus précisément, on va décortiquer le fameux chapitre 17 qui est entièrement consacré au protocole traumatique 17. Ce qui est fascinant avec ce document, c'est qu'il laisse aucune place à l'improvisation. C'est pas de la théorie médicale abstraite pour des chirurgiens dans un hôpital suréquipé, en fait. C'est pour les gens sur le terrain. Exact. C'est conçu pour des intervenants de première ligne, des secouristes qui doivent prendre des décisions vitales en quelques fractions de secondes, souvent avec très peu de matériel. Et pour bien saisir ce qui se passe dans le corps, avant même de parler des gestes qui sauvent, j'aime utiliser une image. On peut imaginer le corps humain comme un réseau d'approvisionnement ultra complexe. Ouais, une grande métropole. C'est ça. Pensons à une ville géante. Il y a des autoroutes, des routes secondaires, des camions de livraison partout et des usines qui ont un besoin critique et constant de matières premières pour fonctionner. Et l'état de choc, c'est quand ce réseau s'effondre. Bah oui, c'est pas juste un feu de circulation qui tombe en panne. C'est le moment fatidique où tous les camions s'arrêtent, les autoroutes sont bloquées et les supermarchés se vident d'un seul coup. Cette analogie illustre parfaitement la définition clinique de la CNST. Au niveau biologique, l'état de choc, c'est fondamentalement un échec d'approvisionnement. Un apport insuffisant d'oxygène, c'est ça, hein? Exactement. D'oxygène et de nutriments vers les cellules. C'est pas juste un organe isolé qui souffre, c'est une défaillance cellulaire globale. Nos cellules, tes fameuses usines, elles peuvent pas stocker l'oxygène. Elles vivent en flux tendu. Donc si ça s'arrête, L'ensemble du système commence à s'éteindre. Et ça peut vite devenir irréversible. c'est effrayant quand on y pense. Et si on suit cette logique d'échec d'approvisionnement, le manuel identifie 4 grands coupables, 4 types de chocs. Les fameux déclencheurs, oui. Le premier, c'est le choc hypovolémique. Le terme a l'air super technique, mais en gros, c'est une perte de sang importante. Hémorragie interne ou externe, pour reprendre ton image de la ville, c'est comme si on perdait subitement la moitié de notre flotte de camions. Les routes sont là, mais il n'y a plus de véhicules. C'est exactement ça. Le deuxième, c'est le choc cardiogénique. Là, les camions sont là, le volume sanguin est normal, mais c'est le moteur principal du réseau qui flanche. Le cœur n'arrive plus à pomper. Ensuite, le texte parle du choc neurogénique. Ça, c'est une atteinte du système nerveux, souvent un traumatisme à la moelle épinière. Le centre de contrôle perd le fil, en fait, les vaisseaux sanguins se relâchent complètement, la pression chute d'un coup et le sang a tout simplement plus la force d'atteindre les organes vitaux. Et le quatrième, c'est le choc anaphylactique, la réaction allergique sévère. Et le manuel ajoute aussi qu'une déshydratation grave peut faire la même chose. Oui, tout à fait.
Mais ce qui me frappe vraiment dans cette section, c'est le contraste. D'un côté, on a une hémorragie massive et de l'autre, une piqûre d'abeille. On pourrait s'attendre à devoir apprendre 50 protocoles différents. Et c'est là qu'est le moment AA du manuel. C'est la force de ce protocole. Peu importe la cause, les signes à observer et les interventions de base restent sensiblement les mêmes. C'est fou ça enlève une pression énorme. Énorme. Face à une victime, le secouriste n'a pas besoin de poser un diagnostic médical précis. Il a juste besoin de reconnaître la défaillance globale. Ça évite ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. On agit au lieu de trop réfléchir. Voilà. On se concentre sur des actions immédiates. Alors justement, l'art de l'observation. Comment on détecte ça? Le manuel donne une liste clinique, un peu comme les indices sur une scène de crime. C'est très visuel, oui. On a la respiration rapide et superficielle, le pouls qui devient rapide mais faible, la peau qui change d'aspect, Elle devient pâle, froide et moite. c'est ça. Et il y a tous les signes neurologiques, l'agitation, la confusion, l'anxiété, même des nausées et des vomissements. Il faut comprendre que ces signes, c'est pas le hasard. C'est le corps qui se bat. Les mécanismes de survie. Exactement. La respiration rapide, c'est les poumons qui essaient désespérément de capter plus d'oxygène. Le cœur bat plus vite pour faire circuler le peu d'oxygène qui reste. Et pour la peau froide et pâle, C'est la vasoconstriction. Le corps ferme littéralement les vaisseaux sanguins de la peau et des extrémités. Il sacrifie la périphérie pour sauver le centre, le cerveau, le cœur, les poumons. il coupe l'électricité dans les banlieues pour garder le centre-ville allumé en gros. C'est une excellente image, oui. Il y a un symptôme dans la liste qui a vraiment attiré mon attention, la soif intense. C'est pas juste avoir la gorge sèche, c'est présenté comme un signe clinique majeur. Pourquoi? C'est une alarme systémique, surtout dans le choc hypovolémique. Le corps détecte une baisse dramatique de liquide dans les vaisseaux. Alors le cerveau hurle un signal d'urgence. Trouve du liquide, rétablit la pression. C'est l'instinct de survie à l'état pur. Oui, mais comme on va le voir, y répondre peut être catastrophique en premier soin. On y reviendra, c'est sûr. Mais avant, il faut parler du danger invisible. Le manuel a une note cruciale. Ces symptômes spectaculaires n'apparaissent pas toujours tout de suite après l'accident. Le fameux effet à retardement. C'est le piège ultime pour un secouriste. C'est-à-dire, L'absence de symptômes immédiats ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Une personne peut subir un traumatisme grave et, dans les premières minutes, avoir l'air d'aller bien. Elle te parle, elle a une belle couleur de peau. comment c'est possible si elle est blessée à l'intérieur? L'adrénaline. Une décharge massive d'adrénaline peut masquer la crise. Mais c'est un processus évolutif. Quand l'énergie s'épuise, l'effondrement peut être fulgurant, d'où l'importance d'une vigilance continue. Donc, sachant que les signes peuvent se cacher, comment on intervient? C'est là qu'entre en scène le protocole 17. La chorégraphie des gestes qui sauvent. L'étape 0, invariable, c'est la sécurité. S'assurer qu'il n'y a pas de danger pour soi-même. Règle d'or. Un secouriste blessé, c'est une victime de plus. Ça n'aide personne. Une fois que c'est sécurisé, on passe à la séquence l'ABC. L'évaluation primaire. On vérifie l'état de conscience en protégeant tout de suite la colonne cervicale s'il y a un risque de traumatisme. Ensuite, on alerte les urgences. Et on vérifie l'air, la respiration et la circulation. Mais là où le texte devient vraiment précis, c'est sur la gestion de la position de la victime. Le manuel sépare ça en deux mondes, traumatique et non traumatique. Cette distinction sauve des vies. Si c'est médical, donc non traumatique, disons une grosse allergie, on a une certaine marge de manœuvre. On peut la bouger. Prudemment, Lee. Si elle est inconsciente mais respire, on peut la mettre en position latérale de sécurité pour dégager ses voies respiratoires. Mais si c'est traumatique, une chute, un accident de voiture, Interdiction formelle de la bouger. on la laisse exactement comme on l'a trouvée. Exactement, tout en stabilisant manuellement la tête et le cou. Le but, c'est d'éviter qu'une fracture instable de la colonne ne sectionne la moelle épinière. On bouge la personne seulement si sa vie est menacée par l'environnement immédiat, comme un incendie. Et même là, il faut la déplacer en un seul bloc, en respectant l'axe tête-cou-tronc. D'accord. Et pendant qu'on maintient cette personne immobile, il y a les soins de confort, on desserre les vêtements, on rassure, mais il y a une directive hyper importante, il faut la couvrir. Essentiel. C'est pas juste pour qu'elle soit confortable, Si je reprends l'analogie de l'usine en panne, la couvrir, c'est comme isoler les tuyaux pour pas perdre le peu de chaleur qui reste. c'est exactement ça. L'hypothermie, c'est le pire ennemi de l'état de choc. Quand le sang circule mal, le corps perd sa chaleur. Et le froid empêche le sang de coaguler correctement. Ça empire les hémorragies donc. Oui, ça accélère la détérioration cellulaire. Mettre une couverture, c'est une intervention clinique critique. Ce qui nous amène aux fausses bonnes idées.
Les pièges. On parlait de la soif intense tout à l'heure, la victime te supplie de lui donner de l'eau. Notre instinct humain, c'est dire oui. Et le protocole 17 dit « ne rien donner à boire ou à manger. Jamais ». C'est dur, psychologiquement, de refuser. C'est un énorme défi. Mais donner de l'eau, c'est mortel. D'abord, l'état de choc provoque des nausées. Si tu mets du liquide dans l'estomac, elle risque de vomir. Et comme son état de conscience peut chuter d'une seconde à l'autre. Elle peut inhaler son vomi et s'étouffer. Et il y a un autre aspect critique. L'hôpital ? La chirurgie d'urgence, c'est ça. Exact. Si elle a une hémorragie interne, elle va aller direct au bloc opératoire. L'anesthésie générale exige un estomac vide. Si tu lui as donné de l'eau, tu compliques énormément le travail des anesthésistes. Donc dire non à l'eau, c'est protéger son avenir médical. Tout à fait. Un autre piège, c'est la fameuse position latérale de sécurité, la PLS. On a tous appris qu'il faut tourner quelqu'un sur le côté s'il fait un malaise. Sauf en cas de trauma. Le mouvement de torsion pour mettre quelqu'un en PLS exerce une force énorme sur la colonne. S'il y a une vertèbre fracturée, c'est la catastrophe. L'immobilité prime sur tout le reste. Oui. Et pour les hémorragies ? Le manuel dit de contrôler les hémorragies externes tout de suite avec une pression directe. Mais il insiste aussi sur les saignements internes. Ceux-là sont sournois, on les voit pas, mais ils laissent des traces. L'abdomen qui devient dur comme du bois, par exemple. Ou du sang dans les crachats. Si le secouriste repère ça, il donne une information en or aux répartiteurs médicaux quand il appelle le 911. Ça permet d'envoyer les bonnes ressources tout de suite. En rassemblant tout ça, on réalise que l'état de choc, c'est une course contre la montre au niveau cellulaire. Le protocole 17 nous donne un filet de sécurité clair, on observe les signes, même ceux à retardement. On sécurise la colonne, on garde la personne au chaud, on refuse de lui donner à boire et on appelle à l'aide. C'est un cadre très strict. Et ça demande une maîtrise de soi incroyable de la part du secouriste. Basé sur ce fameux délai d'apparition des symptômes dont on parlait. L'effet à retardement. Oui, le manuel est clair là-dessus. Ça soulève une question fascinante pour ceux qui nous écoutent. Pendant ce délai trompeur juste après l'accident, Quand la victime a l'air paradoxalement stable de l'extérieur. exactement, quelles batailles invisibles et désespérées le corps est-il en train de livrer en coulisses? Nos cellules luttent pour compenser le manque d'oxygène. Le système sacrifie des parties de lui-même. Tout ça en silence, avant que les défenses ne cèdent et que le choc ne devienne visible. C'est une guerre invisible. C'est ça. C'est une invitation à toujours garder un œil critique et observateur. Même quand le pire semble avoir été évité, la véritable crise est peut-être juste en train de couver sous la surface. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel, reconnu par la CNESST, ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.